Bonjour à tous. Écoutez, on va lancer ce webinaire sur 10 trucs et astuces. Pour commencer, je vais laisser Anthony Fouche se présenter et un peu présenter l'introduction. Anthony. Donc bonjour à tous. Donc voilà, comme on vous le disait aujourd'hui, l'objectif c'est de vous présenter 10 trucs et astuces que vous pensez potentiellement impossibles aujourd'hui sur SolidWorks. Donc on va le faire via la présentation que Stéphane va nous faire, qui est ingénieur avant-vente aujourd'hui chez Avenao. Et moi je serai là pour introduire et conclure cette présentation et également répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le chat. Donc n'hésitez pas à les poser en parallèle de la présentation de Stéphane. Donc qu'est-ce qu'on va aborder dans cette présentation? On va aborder plusieurs points. On va un peu aborder l'ensemble des éléments que vous utilisez quotidiennement sur SolidWorks et on va essayer, ça va être l'objectif, de vous faire découvrir un peu de nouvelles choses sur aujourd'hui comment vous pourriez travailler différemment et plus efficacement. Donc on va voir en filigrane l'interface utilisateur, la manière de retravailler des esquisses différemment, de nouvelles types de contraintes, de nouvelles fonctionnalités sur la partie d'utilisation de fichiers autres CAO, d'autres éléments de nomenclature et d'autres fonctionnalités qui vont permettre également de gagner du temps et de vraiment d'être plus efficace. Et on fait un petit temps questions-réponses qu'on se réservera pour la fin. Donc sur ce, je vais laisser Stéphane attaquer avec l'interface utilisateur. Parfait. Merci Anthony. Voilà, donc on va rentrer directement dans le concret. Effectivement, on va commencer par l'interface utilisateur et je vais essayer de vous montrer ici un peu plein de petites astuces, des petits raccourcis, des petits outils que on ne sait pas forcément qui sont présents dans SolidWorks. Et voilà, l'idée, donc, c'est un peu de présenter tout ça. Ok. Alors, on commence dans le concret. Donc moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir un petit assemblage sur SolidWorks et je vais vous présenter déjà des outils tels que le fil d'Ariane, un outil finalement qui est pas très souvent connu et utilisé et qui est pour moi un des outils les plus pratiques qui a été introduit au niveau de l'interface utilisateur depuis quelques temps dans SolidWorks. Toute la partie visualisation des parents-enfants, le détail des erreurs dans le contexte, l'affichage de l'arbre de création qu'on va pouvoir modifier. Alors, commençons par ouvrir effectivement notre SolidWorks. Et dans notre SolidWorks, donc j'ai ouvert un assemblage et effectivement la première chose que je souhaite vous montrer, ça va être le fil d'Ariane. Donc le fil d'Ariane, qu'est-ce que c'est? Ça va être un outil lorsque vous avez cliqué sur une pièce dans le 3D, sur une pièce, sur un assemblage, vous allez avoir cette chose qui va apparaître en haut à gauche de votre interface graphique. En réalité, vous pouvez appuyer sur la touche D de votre clavier, donc D comme Dominique, hein, et lorsque vous appuyez sur la touche D de votre clavier, vous avez donc ce fil d'Ariane qui apparaît à côté de la souris. Comme ça, c'est encore plus pratique de l'utiliser comme ça. Une fois qu'il a apparu, ce que vous pouvez faire, c'est visualiser que ce qui s'est mis en surbrillance, c'est la face que vous avez sélectionnée. Cette face-là, elle appartient par exemple à telle fonction, donc fonction d'extrusion, qui a été créée à partir de telle esquisse, qui a été fait à partir de tel corps volumique, de telle pièce. Cette pièce-là qui contient ces plans de base et cette origine, et aussi ces différentes contraintes à cet endroit-là, suivi de l'assemblage du sous-ensemble et ainsi de suite. Donc grosso modo, vous voyez que ça vous permet de remonter dans l'arbre de construction sans aller se balader sur la partie gauche. Voilà, l'idée est, on sait très bien que l'arbre de construction, au bout d'un moment, ça devient quelque chose qui est assez compliqué à manipuler puisqu'on a beaucoup de pièces, beaucoup de fonctions, beaucoup d'ensembles, beaucoup de contraintes. Et si on peut éviter de faire ça en allant simplement cliquer sur une pièce et aller retrouver effectivement l'esquisse, les contraintes qui vont pas, des choses comme ça, c'est super pratique. Et donc à partir d'ici, bah, vous cliquez, vous avez les petites fenêtres contextuelles classiques qui s'ouvrent, qui vous permettent peut-être d'ouvrir le sous-ensemble, d'ouvrir la pièce, ce genre de choses. Voilà. Et donc là, si jamais on avance là-dessus, ça me permet d'introduire une deuxième chose qu'on ne connaît pas souvent, mais c'est toutes les menus contextuels là qui aussi sont pas mal et qui vous permet d'aller directement voir la fonction ou la chose qui ne va pas. Quand vous avez une erreur sur une pièce, par exemple, vous pouvez directement éditer la chose qui ne va pas à partir du petit encadré qui apparaît à cet endroit-là. Voilà. Donc bien pratique des fois quand on cherche d'où vient le problème, donc d'aller réparer par exemple cette référence. Voilà. Donc voilà là-dessus. Une autre chose intéressante, on va sortir de l'édition, c'est effectivement au niveau de barre de construction.
Beaucoup de personnes me demandent que, effectivement, par défaut, c'est pas toujours activé. Lorsque, effectivement, je mets la souris sur un élément, je peux voir qu'effectivement, il y a des flèches qui apparaissent. Ça va être ces relations parent-enfant. Ces relations parent-enfant qui apparaissent à cet endroit-là, elles sont pas affichées par défaut. Pour les afficher, vous devez faire un clic droit sur l'arbre de construction ou cliquer sur l'arbre de construction pour faire venir la fenêtre contextuelle et vous devez activer la visualisation des références dynamiques. Voilà. Si ces deux cases ne sont pas cochées, vous n'avez pas les relations parent-enfant. Les relations parent-enfant, hein, pour rappel, ça vous permet de savoir que, par exemple, pour créer cette fonction d'enlèvement de matière, vous avez besoin ici du corps importé, et quand vous modifiez cet enlèvement de matière, ça vient aussi potentiellement modifier le point 2 là, qui est créé à cet endroit-là. Voilà. Continuons sur l'arbre de construction. Une chose aussi qui est intéressante, c'est que en faisant un clic droit, vous avez un menu affichage de l'arbre, qui est très peu connu aussi, qui vous permet par exemple d'aller grouper toutes les occurrences de composants. Voilà, encore une fois, dans le but un peu de réduire cet arbre de construction, d'un peu l'améliorer, vous pouvez cliquer là-dessus, et du coup, vous pouvez voir qu'il y a certains éléments, lorsqu'ils sont effectivement, il y a plusieurs occurrences, ils vont se regrouper au même endroit, dans un petit icône qui ressemble à ça. Donc ça aussi, c'est relativement pratique. Dans les autres choses qui sont intéressantes au niveau de l'affichage de l'arbre, vous avez possibilité de montrer les descriptions des configurations de composants, de montrer les noms des états d'affichage, les noms des composants, la description, ça veut dire renseigner une description, voilà, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi intéressant à avoir si jamais vous renseignez les descriptions. Descriptions qui sont renseignables via les propriétés personnalisées des fichiers, à cet endroit-là. Ou lorsque vous enregistrez un composant, vous avez aussi accès à un petit encadré qui s'appelle description qui vous permet de renseigner cette information-là. Voilà. Donc voilà là-dessus. On va aussi continuer sur une petite chose au niveau de l'arbre de construction qui est intéressant aussi. Ça va être au niveau des contraintes. Au niveau des contraintes, vous pouvez faire un clic droit. Vous pouvez faire aussi regrouper les contraintes par état. Ça, je l'utilise beaucoup. C'est très pratique. Ça permet effectivement de faire des sous-dossiers et de regrouper les contraintes qui sont peut-être par exemple en erreur, celles qui sont supprimées, celles qui sont résolues. Et ça vous retrie aussi les contraintes qui sont généralement un gros pavé dans l'arbre de construction. Voilà. Enfin, au niveau de l'arbre de construction, dernière petite chose à noter qui est aussi intéressant, ici on a des dossiers, et j'en parle parce qu'effectivement ils sont très peu exploités ces dossiers-là. Déjà, vous avez possibilité sur toutes les fonctions, sur tous les éléments, d'aller rajouter des commentaires. Voilà. Vous avez rajouté des commentaires à cet endroit-là, vous pouvez faire éditer, supprimer les commentaires, voilà, vous pouvez en rajouter. Et ces commentaires-là, soit vous, au niveau de l'arbre, vous avez possibilité d'afficher les commentaires, quelque part par ici, montrer l'indicateur de commentaires. Et là, du coup, on voit qu'il y a des commentaires affichés. Vous passez la souris dessus, il s'affiche. Ou alors, vous avez un petit dossier commentaires avec tous les commentaires qu'on a pu renseigner sur les fonctions. C'est pas mal pour revoir l'arbre de construction. Voilà, vous avez ça. Et vous avez aussi une chose qui est intéressante, qui est aussi parfois pas tellement exploitée, mais vous pouvez, si j'ouvre par exemple j'ai perdu ma pièce. C'est pas grave. Vous pouvez effectivement aller rajouter des fonctions ou des pièces en favori. Quand vous faites ça, du coup, vous les avez aussi tout en haut dans un dossier. C'est très pratique quand vous avez certaines fonctions ou certaines esquisses qui sont pilotantes que vous voulez rendre facilement accessibles pour modifier les dimensions d'un élément. Vous les mettez en favori et du coup, elles se retrouvent tout en haut de l'arbre de construction et elles sont facilement éditables à ce niveau-là. Voilà. Pareil, vous avez un dossier historique qui vous permet de savoir les dernières choses que vous avez éditées, et ainsi de suite. Et je reviendrai juste après sur la partie marquage. Donc voilà, hop, pardon, on revient sur la bonne chose. Donc voilà, au niveau de l'interface utilisateur, le fil d'Ariane, visualisation parent-enfant, détails sur les erreurs dans le contexte, l'affichage de l'arbre de construction qu'on peut pas mal modifier, où on n'est pas forcément au courant qu'on peut faire toutes ces choses-là. Ensuite, au niveau de l'interface utilisateur, une petite chose à rajouter aussi que je vais rajouter sur l'arbre de construction que j'ai oublié de noter. Vous avez des codes couleurs au niveau des dossiers aussi, enfin des codes couleurs des différents. Lorsque vous créez des dossiers, vous avez ces affichages là qui changent et je le signale parce qu'on ne sait pas souvent à quoi ça correspond. Et simplement, voilà, si jamais vous avez des éléments qui sont par exemple cachés ou qui sont par exemple désactivés, vous avez effectivement le dossier qui passe en grisé ou qui passe
effectivement en blanc. Voilà, là c'est quand c'est partiellement caché, des éléments sont partiellement cachés dans le dossier. Là, des éléments sont partiellement cachés et désactivés. Et là, tous les éléments du dossier sont cachés. Voilà. Continuons au niveau effectivement de petits raccourcis. Pareil, dans les outils qui sont pratiques et qui peuvent faire gagner du temps, ça va être les mouvements de la souris. Ils sont pas forcément très connus, mais je préfère aussi les réindiquer. Vous faites un clic droit sur la souris, vous maintenez le clic droit et vous avez possibilité, simplement en bougeant la souris vers la droite, vers le haut ou vers le bas, d'aller lancer des fonctions et des raccourcis. Donc, par exemple, vous allez sur la droite, ici, mon raccourci, c'est changer les vues. Voilà, donc vous voyez que ça change la vue. Et simplement en faisant un clic droit et en allant sur la zone qui m'intéresse. Donc toutes ces choses-là sont personnalisables. Donc là, vous faites un clic droit dans l'arbre de dans gestionnaire de commande, vous allez dans mouvement de la souris et vous avez tous ces mouvements de souris qui sont disponibles par type d'édition. Donc édition pièce, esquisse, mise en plan et assemblage. Vous choisissez le nombre de mouvements que vous souhaitez avoir. Vous souhaitez en avoir 12, 2, 4, 3 et ainsi de suite. Voilà. Donc tout est éditable à cet endroit-là. Donc très pratique aussi à utiliser. Vous pouvez les imprimer, les guides de mouvement. Pas mal à avoir, c'est dans les petites astuces qui peuvent vous faire gagner du temps. Voilà là-dessus. Petit bonus, une chose qui est pratique d'utiliser si effectivement les mouvements de souris, vous n'avez pas forcément envie de régler beaucoup de raccourcis, il y a quand même deux raccourcis qui peuvent être très pratiques à utiliser. C'est les touches qu'on utilise beaucoup sur le clavier, c'est le valider et le échappe. Vous pouvez effectivement les configurer via un clic droit et ça vous permet effectivement d'aller vers la droite, de valider par exemple la fonction actuelle et d'aller vers la gauche, d'aller faire un échappe, annuler finalement. C'est très pratique et des fois effectivement ça vous évite comme ça d'utiliser le clavier ou d'autres raccourcis. C'est très rapide à utiliser. Voilà. Vous avez le échappe et le OK que vous pouvez aussi paramétrer dans ces raccourcis. Continuons sur les raccourcis au niveau de l'interface utilisateur. Vous avez un outil aussi qui est très pratique et qui est très peu connu, c'est le raccourci T. Le raccourci T, ça vous permet de faire des zones de sélection sur la géométrie. Je m'explique. Vous voulez sélectionner des éléments, et là, si jamais j'essaie de faire un cadre de sélection, vous voyez qu'il me sélectionne la pièce. Cependant, moi, je voulais peut-être faire un cadre de sélection qui allait sélectionner toutes les vis. Et on ne peut pas le faire ici. Donc là, vous avez la touche T de votre clavier qui vous permet, une fois que vous appuyez sur la touche T de votre clavier, de créer un rectangle de sélection en partant à partir d'une pièce. Voilà. Et là, vous voyez, j'arrive à faire la sélection de mes vis. Tandis que quand j'appuie pas sur la touche T, bah du coup, il vient me... Bon, c'est trop tard. Là, il vient me... Voilà, ici, là, c'est bon. Là, il vient me sélectionner, effectivement, ma pièce. Donc, c'est pas forcément ce que je veux. Donc, j'appuie sur la touche T de mon clavier. Du coup, je peux faire une zone de sélection en partant de pièces. Voilà, ça évite d'aller chercher ça dans le vide, par exemple. Et vous voyez que là, du coup, j'arrive peut-être pas à faire la sélection que je veux, parce qu'il vient de sélectionner la pièce supérieure. Donc ça aussi, très pratique, ce petit raccourci T qui est très peu connu. Pendant l'ajout de contraintes aussi, petit raccourci intéressant, vous avez la touche Alt qui vous permet de masquer les faces pendant l'ajout de contraintes. Voilà, donc si jamais effectivement vous allez dans l'outil de contrainte et que vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier, en fait, il vient cacher les différentes faces. On a juste appuyé sur la touche Alt, et là vous avez la souris, ça vient cacher les éléments. Ça vous permet d'aller sélectionner facilement une face à l'intérieur, par exemple, derrière une pièce, des choses comme ça. Donc pareil, à la touche Alt du clavier. Très connu, mais je les rappelle quand même, les touches Tab et Shift Tab qui vous permettent d'aller cacher des éléments. Vous appuyez sur la touche Tab de votre clavier et du coup, l'élément sous la souris vient se cacher. Shift tabulation et Shift Tab et du coup, ça fait réapparaître les éléments qui sont au niveau de la souris. Ultra pratique. Pour ceux qui connaissent ces raccourcis-là, c'est utilisé tous les jours. Ça marche en assemblage et ça marche aussi maintenant sur les pièces multicorps. Intéressant à savoir. Hop, la touche espace aussi qui vous permet de faire apparaître ce cube à cet endroit-là pour aller orienter les différentes vues. Et si ce cube ne s'affiche pas, il faut sélectionner ce petit icône, ce qu'on appelle le sélecteur d'affichage. Et donc ça vous permet effectivement de passer comme ça. Ensuite, lorsque vous êtes sur l'édition d'un élément, vous avez aussi la touche D du clavier. Donc ça, je vais vous montrer ça. On va aller éditer une pièce. On va aller prendre cette pièce-là. Tac, voilà.
vous créez une nouvelle esquisse, vous faites un cercle, voilà. Et là, vous voulez par exemple valider votre esquisse. Plutôt que d'aller tout en haut à droite, vous pouvez simplement appuyer sur la touche D du clavier et vous voyez que le valider et le annuler apparaissent à côté de la souris. Très pratique, ça vous évite de manipuler et de beaucoup bouger la souris un peu dans tous les sens. La touche D du clavier et évidemment la touche S qui est aussi souvent assez connue, qui permet d'ouvrir un menu contextuel. Menu contextuel qui est différent suivant que vous éditez par exemple une esquisse ou par exemple une pièce ou un assemblage. Pareil, c'est des outils qui vous évitent d'aller chercher dans l'arbre dans le gestionnaire de commandes, pardon. Voilà. Et si vous rappelez encore une fois sur la touche S, lorsque ce menu est ouvert, en fait, ça vient lancer l'outil de recherche de commandes. Pareil, si vous ne le connaissez pas, c'est très pratique, ça vous permet d'aller retrouver des outils dans l'interface de SolidWorks. Si jamais, par exemple, c'est des outils que vous savez pas, que vous n'utilisez pas souvent, hein, je sais pas, ça va être des outils de symétrie qui sont, par exemple, l'outil de symétrie dynamique des entités, qui est pas dans le gestionnaire de commandes, qui est pas forcément visible comme ça vous permet directement de l'exécuter en cliquant dessus, ou de cliquer sur le petit œil qui est situé à droite, et il bouge automatiquement la souris pour vous montrer où est-ce que ça se situe. Donc automatiquement, il vient vous l'indiquer dans l'interface où est-ce que vous allez pouvoir retrouver cet outil de symétrie dynamique. Voilà là-dessus. Donc l'idée de tous ces raccourcis, c'est un petit exemple de quand on n'utilise pas de raccourcis. Vous voyez tous les petits traits, c'est un peu les mouvements de la souris qui va nous permettre d'aller sélectionner tous les outils et ainsi de suite. Lorsque vous utilisez effectivement tous ces outils-là, vous restez toujours centré sur là où vous travaillez. L'idée, elle est vraiment là. Voilà. Et j'ai juste aussi rajouté un petit icône que lorsque vous créez des éléments, que vous bougez pas la souris, vous pouvez avoir ces icônes-là qui apparaissent. Simplement, quand vous cliquez sur le clic droit, ça vous permet aussi de valider une pièce et ça vous permet de passer à l'étape suivante. Voilà pour l'interface. Au niveau des esquisses, continuons un peu. Juste, voilà, vous avez désormais dans les esquisses le contour d'esquisse ombré. On va se relancer la création d'une esquisse. Si je crée effectivement un contour fermé, voilà, désormais vous avez la zone fermée de l'esquisse qui devient un peu plus foncée, ce qui vous permet de sélectionner dedans et de déplacer tout le bloc d'esquisse. Assez pratique aussi, et juste pour vous montrer si jamais je redécoupe ça. Tac. Voilà. Vous voyez que du coup, c'est plus foncé à l'intérieur, ça veut dire que le profil est ouvert. Donc petite astuce aussi pour savoir si une esquisse est ouverte ou pas. Une fois que vous avez fait plusieurs contours, effectivement à noter, intéressant. Alors on fait volontairement plusieurs contours. Vous avez la touche Alt de votre clavier qui vous permet d'aller sélectionner un des contours et dire ok, c'est ce contour-là que je vais utiliser pour faire par exemple une extrusion. On ajoute une matière, on ajoute une matière et ainsi de suite. Donc touche Alt de votre clavier et vous cliquez sur la zone que vous souhaitez utiliser en tant que contour. Voilà. Le menu clic droit avec tous les entités d'esquisse qui se situent à cet endroit-là. Et aussi, petite astuce, moi, un petit conseil que je peux vous donner, c'est justement dans cette touche S de votre clavier, vous pouvez faire un clic droit, vous pouvez faire personnaliser. Et en faisant le personnaliser, tout est configurable ici. Et ce que je vous conseille d'aller rajouter, ça va être par exemple la ligne de construction qui est beaucoup utilisée finalement. Ça vous fait gagner encore un peu de temps. Ça va être, par exemple, pourquoi pas aussi directement quand vous êtes dans l'outil d'esquisse, rajouter l'extrusion et l'enlèvement de matière, parce que généralement, quand vous faites une esquisse derrière, vous voulez exécuter la fonction d'extrusion ou d'enlèvement de matière. Donc, c'est pratique aussi de la rajouter à cet endroit-là. Comme ça, vous pouvez directement l'exécuter comme ça, et votre extrusion est disponible depuis l'esquisse. Vous n'êtes pas obligé de valider l'esquisse et ensuite lancer l'extrusion. Petite astuce aussi qui peut permettre de gagner un peu de temps. Voilà. Donc ces éléments à rajouter. Donc pour les rajouter, vous faites S, faites un clic droit, personnaliser. Et là, vous choisissez ce que vous souhaitez personnaliser. Vous avez juste à glisser, déposer les éléments à cet endroit-là. Voilà là-dessus. Petite chose aussi sur la création d'esquisses. Au niveau des créations à partir de l'outil ligne. L'outil ligne, il est pratique dans SolidWorks parce que vous pouvez vraiment créer beaucoup de choses juste avec l'outil ligne. Je me mets à côté, je prends l'outil ligne. Et cet outil ligne, lorsque vous faites vos lignes,
Déjà, effectivement, si jamais vous voulez faire des lignes tangentes ou perpendiculaires, vous avez simplement à passer, par exemple, je vais être parallèle à cette ligne-là, vous avez juste à passer la souris dessus, vous voyez qu'en jaune apparaît automatiquement les parallèles, les perpendiculaires, ce genre de choses. Si jamais vous voulez passer en arc tangent, c'est très connu aussi, mais je le rappelle, vous pouvez simplement passer la souris sur le point de départ, et du coup, quand vous repartez, ça fait un arc tangent. Hop, si vous partez vers l'arrière, ça fait comme ça. Si vous partez sur le côté, ça fait comme ça. Et si vous voulez repasser en ligne, vous avez juste à recliquer sur ce point-là et vous switchez en ligne. Voilà. Et donc assez rapidement, vous pouvez faire pas mal de formes rien qu'avec l'outil ligne en enchaînant ces choses-là. Voilà. Et ainsi de suite. Aussi, une petite chose qui est intéressante à savoir, c'est que si vous faites un double clic, vous arrêtez la création de la ligne, vous êtes toujours avec l'outil ligne, donc ça vous permet de continuer à faire des lignes. Vous double-cliquez et vous repartez. Si vous voulez faire qu'un seul trait à la fois, vous pouvez maintenir le clic. Vous appuyez, vous maintenez le clic de la ligne. Et quand vous relâchez, ça fait qu'un seul trait. C'est pratique quand vous devez faire pas mal de traits les uns à la suite des autres. Ça vous permet de rapidement enchaîner les lignes. Voilà donc les petites astuces en termes de l'outil ligne et tous les petits raccourcis un peu cachés à ce niveau-là. Voilà. Donc les arcs tangents. Alors vous pouvez aussi appuyer sur la touche A de votre clavier, ça permet de switcher en arc tangent. Voilà. Le double clic qui permet d'arrêter la création, la chaîne de création, et le clic prolongé qui permet la création d'une seule ligne. Donc voilà sur l'interface, les raccourcis, gros pavé là-dessus, mais je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à montrer. Maintenant, on va aller sur plein de petits outils méconnus. On ne va pas forcément entrer trop dans le détail, mais au moins ça vous permet effectivement de voir qu'ils existent et de savoir qu'on va pouvoir les utiliser. Fermons tout ça. On ferme mes documents. Et on va aller voir un outil qui s'appelle les contraintes magnétiques. Très pratique quand vous faites des assemblages avec des modules que vous voulez souvent, très souvent assembler les uns par rapport aux autres. Alors, on va aller à cet endroit-là, perdu ici. J'ouvre cet ensemble-là. Et on va aller rajouter un composant qui contient ce qu'on appelle une contrainte magnétique. Et la contrainte magnétique, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qu'on va pouvoir, un peu comme des aimants, rapidement attacher et détacher. Voilà, on va aller à cet endroit-là. Je vais faire insérer des composants. Je vais aller chercher cet élément-là. Je fais ouvrir. Voilà. Et quand je l'insère, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir qu'effectivement, il y a des espèces de sphères violet roses qui apparaissent. Ces sphères roses, on voit qu'il y a des lignes qui se créent lorsque je les rapproche. Je vais pouvoir donc déjà orienter mon composant. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ce petit outil qui apparaît en bas, qui permet d'orienter le composant avant l'insertion. Et ensuite, vous voyez que là, je peux aller switcher en appuyant sur ces raccourcis de clavier, finalement, la petite sphère que je vais utiliser. Et si je prends la bonne, et qu'il y a la petite ligne qui est apparue, j'ai juste à relâcher le clic. Et du coup, lui, il vient automatiquement attacher mes éléments entre eux. Et comme on dit, c'est une contrainte magnétique, ça veut dire que vous pouvez reglisser ça, vous pouvez le redécrocher. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est que ça vous permet de rapidement placer des éléments les uns par rapport aux autres. Pareil, hop, ici, hop, et on vient placer ça comme ça. Lorsque vous voulez placer ces éléments-là, vous avez aussi un petit icône qui apparaît, qui permet de verrouiller la contrainte magnétique, si jamais vous voulez pas pouvoir la détacher. Voilà. Donc, c'est des nouveaux types de contraintes qui sont apparus et qui sont bien pratiques. Pour rapidement montrer juste où est-ce que ça se trouve, si vous voulez en créer, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est un outil qui se retrouve dans Insertion et vous avez, pardon, peut-être dans Outils, oui, c'est dans Outils. Dans Outils, vous avez quelque chose qui s'appelle Éditeur de ressources. Vous lancez ça et vous avez tout un petit outil qui vous permet de créer ces points de contact, ces connecteurs. Une fois que vous avez fait les connecteurs sur les composants qui peuvent s'assembler ensemble, voilà, ils viennent s'attacher via ces contraintes magnétiques. Voilà là-dessus. Continuons. Donc, contraintes magnétiques, c'est pour l'agencement d'installation. Voilà, on peut faire avec des multiples scénarios d'utilisation, des sélémentations, des assemblages. 3D Interconnect, j'en parle aussi, c'est un outil que vous avez tous dans SolidWorks à partir depuis la version 2017, qui est peu connu, mais qui vous permet de réutiliser directement, nativement, des fichiers issus d'autres logiciels. Je vais, plutôt que je vais vous faire un petit exemple, ça sera très parlant.
Donc, on ouvre par exemple cet assemblage-là. Donc, on ouvre un assemblage qui est juste cet élément-là. Et imaginons qu'effectivement, vous avez un fournisseur qui vous a envoyé le bloc batterie, les piles, le bloc batterie avec voilà toutes les piles qui sont à l'intérieur, et que cet assemblage-là est en fichier Inventor, voilà, ou Pro Engineer, ou Solid Edge, ou même un step. Ça marche aussi avec les steps, les IGES. Voilà, plutôt que effectivement de le convertir en SolidWorks, de créer un nouveau fichier SolidWorks, vous avez la possibilité de directement, nativement les insérer sans conversion, ces éléments-là. Donc, je vais dans Supplier Part, et là, vous voyez que vous pouvez désormais choisir effectivement des fichiers autres CAO. Donc, par exemple, là, on va aller choisir un fichier Inventor. Donc là, c'est le pack de batterie. Vous faites ouvrir. Il lit le modèle et il va pas vous le convertir en SolidWorks. C'est ça l'intérêt. Ça veut dire que vous n'avez pas la duplication de données. Là, vous cliquez pour le mettre par exemple à peu près à cet endroit-là. Ensuite, on va aller le contraindre tout de même. Ok, une contrainte ici. Ensuite, on va aller voir un peu à cet endroit-là. On va aller mettre ça comme ça. Tac. Pareil, même principe, la petite contrainte qui va bien entre ça et ça. Ok. Et une contrainte entre ça et ça. Parfait. J'ai inséré mon bloc batterie. Donc voilà, ça permet de nativement insérer le bloc batterie. Lorsque vous l'avez inséré, qu'est-ce qu'on peut visualiser? Que notre bloc batterie qu'on a inséré, il y a une petite flèche qui apparaît dessus, une petite flèche verte. Si vous voyez cette flèche verte, c'est que c'est un élément autre CAO. Autre CAO ou un fichier STEP directement intégré dans votre assemblage, avec toutes les pièces qui sont dedans. Information intéressante, on sait aussi récupérer les propriétés personnalisées qui auraient pu être créées dans le fichier Inventor. Donc s'il y a une description qui a été mise sur le fichier Inventor, ou ProI, ou Katia, ou ce genre de choses, on sait les récupérer, ce qui fait qu'à la fin, votre nomenclature elle est quand même complète. Super intéressant aussi. Et pour aller un peu plus loin, je vais aller dans mon explorateur Windows, je vais aller dans mes fichiers interconnect, et imaginons que mon fournisseur m'envoie une nouvelle version de cette batterie-là. Moi, pour simuler ça, je vais simplement faire un CTRL-C, CTRL-V, et je viens remplacer les fichiers. Ça veut dire que voilà, c'est une nouvelle version de mon assemblage et des pièces. Donc si je regarde ici, je vais juste mettre transparent, on a 4 piles, ça prend cet espace-là. Et moi, ce que je vais faire, une fois que j'ai ça, SolidWorks, il a détecté que les fichiers avaient changé. Vous voyez qu'il y a un petit actualisé qui est apparu dessus à cet endroit-là. Je fais un clic droit dessus et je peux faire mettre à jour le modèle. Donc là, il vient relire le modèle, la nouvelle version du modèle. On va voir que graphiquement, ça va changer. Tac, voilà. L'élément qui est un peu plus gros, vous avez plus de 3 piles, mais qui sont 3 grosses piles dedans. Voilà. Et donc, du coup, ça vient mettre à jour votre modèle. Donc, vous pouvez travailler avec des fichiers autres CAO. Voilà l'intérêt. Donc voilà, j'en parle, 3 d'interconnect. Hein. C'est pour ouvrir effectivement et intégrer nativement des fichiers autres CAO. Donc en termes de fichiers, vous avez effectivement PTC, Inventor, Solid Edge, NX, Katia V5 lorsque vous êtes en SolidWorks Premium, du Katia V5, les 4 parts, 4 products. Et c'est pas noté ici, mais ça marche aussi avec les fichiers STEP, IGES et fichiers natifs, les fichiers génériques. Pardon. Treehouse. Alors, Treehouse, c'est un outil que vous avez tous lorsque vous installez SolidWorks, donc pas forcément connu. C'est un outil que vous pouvez exécuter donc, à côté de SolidWorks. Donc, SolidWorks Treehouse. Donc, vous cherchez Treehouse sur votre ordinateur. Et ça vous permet d'ouvrir cet outil-là. Cet outil-là, ça vous permet d'aller ouvrir un assemblage. C'est ce qu'on va faire. Hein. On va aller passer par là plutôt. Treehouse. Je prends cet assemblage-là, je le glisse dans mon Treehouse. Il vient lire toute l'arborescence de votre assemblage. Et ça vous permet d'avoir, comme ce que vous pouvez voir ici, une nomenclature visuelle de votre ensemble. Cette nomenclature visuelle, qu'est-ce qu'on en fait? On peut aller l'imprimer, c'est peut-être intéressant pour l'atelier, pour qu'ils aient une vision effectivement de l'arborescence des documents. On peut aller
un peu regarder ce qu'il y a dedans. On va pouvoir éditer les propriétés personnalisées. Donc même sans lancer SolidWorks, vous pouvez aller rajouter la description qui est peut-être manquante. Vous pouvez aller choisir la configuration active, le nombre d'occurrences. Vous pouvez aller même rajouter et vous créer une arborescence supplémentaire. Donc aller compléter l'arborescence SolidWorks. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez enregistrer ça dans SolidWorks, vous allez avoir un nouvel assemblage qui sera apparu, des nouvelles pièces. Il ne restera peut-être plus qu'à créer les pièces ou à les contraindre. Hein, vous pouvez même aller effectivement ajouter des éléments existants dans votre arborescence. Et ça vous permet de constituer aussi une nomenclature préalable à la conception. Voilà. Autre petite chose intéressante, vous avez aussi un affichage liste. Intéressant si vous voulez éditer des éléments et des propriétés en masse sur vos, par exemple, les descriptions et tout ça. Voilà, vous avez besoin de les éditer. Vous pouvez le faire à partir de cette liste-là aussi. Et vous pouvez faire des exports aussi en Excel. Voilà. Tout ouvrir et puis ça fait l'export Excel que vous allez pouvoir après réutiliser où vous le souhaitez. Hop, on n'enregistre pas ça. Annuler. Et peut-être juste au niveau des paramètres, je vais cocher cette petite case-là, ce qui est intéressante. Inclure la miniature dans l'enregistrement des Excel. Vous allez très vite comprendre ce que ça fait. Du coup, quand vous cochez cette case-là, vous allez avoir un aperçu aussi dans ce fichier Excel de la pièce. Donc, pour tous ceux qui se demandent comment faire une nomenclature Excel avec les petites miniatures, on peut le faire directement avec Treehouse en cochant cette petite option. Intéressant. C'est aussi possible maintenant de le faire directement avec SolidWorks lorsque vous enregistrez une nomenclature depuis SolidWorks en Excel. Mais voilà. Ok. Voilà sur Treehouse. Donc, qu'est-ce qu'on a dit sur Treehouse? Effectivement, c'est un outil de visualisation, de nomenclature, qui a pas mal de petits outils qui permettent de faire effectivement des fonctionnalités de modification de nomenclature, de propriétés personnalisées et de création de structures d'assemblage complexes. Voilà. Évidemment, ces images-là, on peut faire fichier enregistré en tant qu'image, hein, pour ensuite peut-être l'envoyer par mail ou l'imprimer. Revenons dans SolidWorks et on va parler de Defeature. Defeature, c'est pareil, c'est un outil qui est peu connu, pourtant qui s'est bien amélioré et qui permet de beaucoup vous appuyer sur de la simplification de composants. Voilà. Simplification de composants quand vous récupérez peut-être des éléments qui sont parfois complexes. On va ouvrir notre petit assemblage. Voilà, celui-ci. Voilà. Et ça me permet aussi de vous montrer, par exemple, des marquages. Ça, c'est le petit bonus sur cet élément-là. Vous pouvez aussi, dans SolidWorks, désormais créer des marquages. Vous avez un petit onglet marquage qui vous permet de, à la main, aller rajouter des éléments pour indiquer effectivement que peut-être qu'il y a trop de détails à cet endroit-là. Voilà. Et afficher des annotations de conception directement sur le 3D en cliquant sur marquage. Et du coup, ça vous fait un petit dossier qui s'appelle marquage. Et je peux aller cacher tous ces marquages, par exemple. Voilà. Donc cet élément-là, moi, je vais aller le simplifier. Pour aller le simplifier, j'ai un outil qui s'appelle Defeature, donc qui se trouve dans Outils, Defeature à cet endroit-là. Moi, je l'ai rajouté dans mon gestionnaire de commandes. Hein. J'ai tapé Defeature à cet endroit et j'ai glissé, déposé dans mon gestionnaire de commandes. Ce qui me permet de l'exécuter. J'ai deux modes d'exécution, un mode, on va dire, l'ancienne méthode ou une méthode un peu alternative qui permet d'enlever tous les éléments sans trop de contrôle dessus, donc il vient cacher les petits éléments, enlever les petits détails, très pratique aussi. Et vous avez ici celui que je vais montrer, c'est le mode silhouette qui permet via un assistant de vous aider à simplifier cet ensemble-là. Comment ça se passe? Je viens sélectionner les éléments que je souhaite simplifier. Par exemple, ça va être ça, comme ça. Voilà. Ces éléments-là, peut-être qu'effectivement, la géométrie telle qu'elle est, elle m'intéresse, je veux la garder telle qu'elle est. Donc, dans la méthode de simplification, je dis OK, aucun, copier la géométrie. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Il vient simplement me générer à droite un preview de ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Les autres éléments, ça va être celui-ci. Ça va être, par exemple, ces éléments-là. Pour aller les sélectionner, je peux faire un clic droit, je peux faire sélectionner les composants identiques. Très pratique aussi à utiliser. Vous voulez faire une sélection multiple de tous les éléments identiques. Clic droit, sélection identique. Super pratique celui-là. Voilà.
Je veux aller sélectionner ensuite ce moteur-là. Donc là, quand je le sélectionne, c'est 2 corps. Donc là, je vais me mettre dans la deuxième zone pour aller sélectionner simplement ce corps-là. Et une fois que ça me convient, je vais dire, OK, ça, je veux que ça soit des cylindres. Je vais ajouter un groupe. Voilà. Ensuite, par exemple, il y a des éléments où je veux que ça soit des espèces de rectangles. Donc, je vais aller sélectionner ça. Je vais sélectionner ça. Voilà. Et je vais dire ça, tu me crées un polygone. Ouais, encore une fois, le sélectionner les éléments identiques, très pratique. Voilà. Et enfin, je vais faire un dernier groupe, ça va être pour cet élément-là. Là, ici, moi, je veux qu'il fasse aussi, pareil, un rectangle, mais un peu plus travaillé. Donc, j'ai un contour au milieu qui me permet de dire, OK, tu vas me faire ça par rapport à cette face-là. Et le contour qu'on a ici, je vais récupérer exactement ce contour-là. Parce que pour moi, c'est important d'avoir ce contour-là. Vous faites ajouter. Voilà. Vous voyez que ça peut ressembler, du coup, vous avez le contour comme ça qui ressemble à ça. Après, vous pouvez faire de la multidirection. Je coche cette petite case-là. Du coup, il va faire la même chose, mais dans plusieurs directions. Voilà. Donc, vous avez encore quelque chose qui est encore un peu plus ressemblant et qui a été largement simplifié. Vous voyez, tous les petits trous, les choses comme ça, elle les a enlevés. Et donc là, vous vous retrouvez avec votre élément simplifié. Vous faites suivant et vous pouvez l'enregistrer dans une nouvelle pièce et vous pouvez le lier à l'original. C'est-à-dire que si votre élément évolue, principal, l'élément simplifié se mettra à jour aussi. Voilà là-dessus. Donc cet outil qui s'appelle Diffeature, bien pratique pour passer d'un composant complexe à un élément simplifié. L'idée toujours, c'est quand vous travaillez sur des gros ensembles, de vous simplifier la vie et de ne pas perdre du temps avec effectivement des éléments complexes qui font ralentir les performances de votre ordinateur. On avance aussi sur un nouvel outil qui s'appelle système de structure, pareil, qui n'est pas encore très connu et c'est pour ça que je voulais en parler. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent effectivement la construction soudée et vous avez des nouveaux outils qui vous permettent de rapidement faire des structures et nous on va refaire cette petite structure telle que celle-ci. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Je vais partir de quelques esquisses existantes. Voilà, partir de cette chose-là. Donc là, en fait, qu'est-ce qui a été fait? Il a été fait des surfaces pour créer des arêtes et une esquisse, un plan, un axe. Voilà. Et avec ça, on va pouvoir rapidement créer tout un système de structure. Donc là, je vais dans Système de structure, c'est un nouvel onglet. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous faites un clic droit et vous avez possibilité d'ajouter ici Système de structure dans les onglets. Vous lancez l'outil Système de structure, donc c'est un mode d'édition. Donc là, vous êtes en édition Système de structure, vous avez un petit icône qui est apparu en haut à droite. Et vous allez commencer par créer des éléments primaires. Les éléments primaires, je vais simplement faire ça sur des arêtes. Donc, je me suis mis un petit filtre de sélection sur les arêtes. Je vais aller choisir le profil que je souhaite utiliser. Donc là, c'est comme le profil de construction soudée, ça c'est le même principe. Voilà. Et je viens faire un grand cadre de sélection autour de toutes mes arêtes. Donc déjà, premier avantage que vous pouvez voir, c'est que contrairement à la construction soudée, vous pouvez aller sélectionner en masse toutes les arêtes que vous souhaitez, toutes les lignes que vous souhaitez, sans devoir effectivement choisir des éléments parallèles, les uns à la suite des autres, des choses comme ça. C'est beaucoup moins restrictif en termes de sélection et aussi en termes des éléments que vous pouvez sélectionner. En construction soudée, on sélectionne seulement des esquisses. Là, vous pouvez aussi sélectionner des arêtes. Vous pouvez sélectionner des plans, vous pouvez faire à partir de points et d'un plan sur une certaine longueur, à partir d'intersections. Vous avez plein de nouveaux outils qui vous permettent de créer facilement plein de profils. Donc je valide ces profils. Si je souhaite en rééditer, j'ai juste à sélectionner les profils que je souhaite éditer. Et du coup, je réédite simplement cela et je viens dire qu'effectivement c'est du 8x8 par exemple. Je viens changer ces dimensions-là. Après, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller créer ce qu'on va appeler des éléments secondaires. Et les éléments secondaires, ça va simplement être, par exemple, une succession de profils passant par des plans. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais sélectionner mes deux plans. Celui-là et celui-ci. Ils sont mis en rose. Et ensuite, les éléments que je souhaite relier. Et en faisant ça,
faut juste que je sélectionne les bons éléments. Voilà. Vous voyez qu'en faisant ça, je viens de créer des profils intermédiaires très rapidement. Pareil, je viens valider ça. Et ensuite, je vais simplement aller refaire des éléments pour mon esquisse. Donc ça plus classique. Voilà. Donc ça, et ensuite, on va sélectionner ces esquisses. Voilà, très bien, ça me convient. On valide. Et une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à valider notre outil système de structure. Donc je clique en haut à droite sur valider le système de structure, ou encore la touche D du clavier. Hein. Vous rappelez le petit raccourci qui permet de rajouter l'outil validé à côté de la souris. Et quand on sort du système de structure, on arrive dans la gestion des coins. Vous avez aussi des nouveaux outils qui vous permettent de rapidement aller modifier l'ensemble des liaisons que vous allez avoir entre vos différents profils. Voilà, hein. Ensuite, sur les éléments, vous avez des ordres d'ajustement. Par exemple, celui-là, je ne veux pas que ce soit dans le même niveau d'ajustement. Et quand vous validez, il vient refaire toutes les découpes de l'ensemble de vos profils. Voilà. Et donc, après, vous n'avez plus qu'à faire une répétition, par exemple, circulaire de cet élément-là, si on veut complètement terminer mon ensemble. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On choisit ça. On choisit le corps. Vous pouvez répéter désormais aussi tout le système de structure. Mais là, c'est pas ce qu'on veut faire. Voilà. Et donc là, mon ensemble est terminé. Voilà. Donc, c'est de nouveaux outils de système de structure très pratiques. Si vous faites de la construction soudée, je vous invite à essayer tous ces nouveaux outils. Voilà. Vous êtes plus simplement dépendant des esquisses 2D, 3D. Vous avez la possibilité de créer plein de profils différents dans la seule et unique fonction. C'est beaucoup plus performant. Petite chose aussi, réparation des références de congés manquantes. C'est une petite aussi chose intéressante, mais vu que ça arrive assez souvent qu'on a des problèmes avec les congés, je voulais montrer cette petite astuce aussi. Je reviens en arrière dans mon arbre de construction. Je viens éditer cette fonction d'extrusion. On va supprimer ça, ce contour-là, et on va prendre juste l'arête extérieure. Ensuite, on vient faire un enlèvement de matière à partir de ce contour-là et de ce contour-là dans l'autre direction, à travers tout. OK. Et là, quand je vais descendre mon barre de reprise, forcément, les congés ne sont plus contents parce qu'effectivement, j'ai changé un peu l'arborescence de mon arbre de construction et il n'arrive plus à faire les congés sur les arêtes qui étaient précédemment sélectionnées. Donc pour faire ça, vous pouvez rééditer la fonction et juste une petite astuce, vous faites un clic droit et vous avez un outil qui s'appelle désormais réparer toutes les références manquantes. Ce qui vous permet d'aller faire, SolidWorks va refaire la sélection automatique de toutes les arêtes. Voilà. C'est pratique et c'est pour ça que je souhaitais en parler parce que c'est pas très connu non plus. Voilà. Continuons sur aussi deux autres fonctions intéressantes qui vont vous faire gagner du temps si vous travaillez avec des grosses mises en plan ou des gros assemblages. La première chose, c'est avec les mises en plan, c'est un mode habillage, c'est un nouveau mode d'ouverture qui est bien pratique et qui vous permet effectivement l'ouverture rapide de mises en plan volumineuses. Retournons en SolidWorks, faisons un petit CTRL O pour ouvrir des éléments. On va dans le mode habillage, on clique sur une mise en plan, et là vous voyez que vous avez désormais une petite barre qui apparaît ici. Là. Vous avez mode habillage. Faites ouvrir. Et ce mode habillage, ça permet d'éditer une mise en plan existante. Donc il faut déjà que la mise en plan ait déjà quand même été créée une première fois. Mais ce que ça vous permet, je vais cliquer sur OK, ça vous permet d'ouvrir instantanément une grosse mise en plan qui va avoir des gros assemblages. Donc là c'est le cas ici, vous avez un gros assemblage. Cette mise en plan, elle met, je crois, 5 minutes à s'ouvrir normalement en résolu. Là, c'est instantané, c'est déjà ouvert. Et c'est dans le cas où vous allez avoir besoin, par exemple, de faire des modifications sur une mise en plan existante, qui va être, par exemple, aller rajouter des cotations, aller rajouter des annotations, du bullage, changer des vues, rajouter des feuilles. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est créer des nouvelles vues de mise en plan dans des nouvelles vues de mise en plan avec ce mode d'ouverture.
Et vous voyez que du coup, bah, on vient rajouter ça, on vient rajouter des bulles, s'il le faut. Il va retrouver le bon numérotation de bullage. Bon, évidemment, c'est le même partout là que je suis en train de mettre. Ok, c'est pas grave. Il vient retrouver le bon numérotation de bullage. Vous pouvez effectivement faire un coupé sur cette vue-là. Hop, on va créer une nouvelle feuille. On peut créer une nouvelle feuille. Choisir le fond de plan qui va bien. Où est-ce qu'il est celui qui m'intéresse? Il est là. Voilà. Vous pouvez aller rajouter des cotations. Celle-là, celle-là. Ok. Des cotations. Voilà, de manière classique. Donc toutes les annotations que vous aurez besoin de rajouter sur votre mise en plan, vous pouvez le faire directement depuis cette chose-là. Donc c'est intéressant, moi vous l'ouvrez rapidement, peut-être qu'effectivement en atelier vous apercevez que quelqu'un vous dit bah, il manque des cotations, il manque des annotations, il manque des informations sur une mise en plan déjà existante, ça vous permet de rapidement rééditer ça. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez faire fichier enregistrer sous. Il vous propose deux choses à l'enregistrement, soit un enregistré sans résoudre, donc c'est-à-dire qu'il va enregistrer toutes les annotations, tous les éléments que vous allez rajouter, mais il va pas réactualiser la géométrie des composants. Donc ça, effectivement, c'est pratique si jamais c'est effectivement simplement des annotations qui manquent sur une mise en plan. Voilà, si jamais la géométrie a évolué, vous faites résoudre et enregistrer, et là, ça va effectivement charger le composant, et là, ça va être long à enregistrer. Généralement, effectivement, si vous allez ouvrir avec ce mode-là, c'est peut-être cette chose-là que vous souhaitez faire, d'enregistrer, voilà, et c'est fait. Vous pouvez aussi enregistrer directement si vous avez besoin en DXF, en JPEG, en PDF. Voilà. C'est aussi un intérêt, c'est que vous avez accès à la mise en plan, vous pouvez faire des exports sans vous embêter à devoir recharger longtemps la mise en plan, qui est parfois un peu lourde. Donc voilà, ce mode d'ouverture qui est le mode habillage. Donc, le modèle n'est pas chargé, l'ouverture est très rapide. Vous pouvez ajouter, modifier des annotations, des symboles, des entités d'esquisse, faire des exports en PDF, DWG, DXF. Ça, c'est sur les mises en plan. Et on va faire la même chose sur un assemblage. Donc vous avez aussi le mode gestion des grandes conceptions que sans doute certains d'entre vous connaissent, mais vous n'êtes peut-être pas au courant que vous pouvez ouvrir en gestion des grandes conceptions et quand même éditer un assemblage avec ce mode d'ouverture. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va aller sur cet assemblage-là. Je le mets en gestion des grandes conceptions et vous pouvez cocher la case éditer l'assemblage. Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce que gestion des grandes conceptions, pour beaucoup de gens, c'était simplement un mode de visualisation. Cependant, c'est plus le cas depuis 2019, effectivement. C'est un mode d'ouverture qui vous permet aussi d'éditer un assemblage, d'aller rajouter des composants, d'aller changer des composants, d'aller mettre des contraintes, voilà, d'aller visualiser aussi, évidemment. Et voilà, mon assemblage là, il est déjà ouvert. Voilà, c'est quasiment instantané. Sur un assemblage tel que celui-ci, s'il avait été ouvert en résolu, vous auriez attendu 5-10 minutes par exemple sur cet assemblage-là. Sur des assemblages, c'est des fois même plus long. Pour ouvrir des très gros assemblages avec énormément de pièces, c'est instantané. C'est vraiment un mode d'ouverture que je vous conseille de tester là-dessus. Et donc effectivement, en cliquant sur éditer l'assemblage, vous avez accès aux esquisses, aux plans. Vous n'avez pas accès à l'arborescence à l'arbre de création de vos pièces, mais cependant vous avez accès effectivement à certaines esquisses d'assemblage, des choses comme ça. Et donc nous, ce qu'on va faire, par exemple, c'est rajouter un élément. Vous voyez que j'ai fait afficher une esquisse, ce qui me permet de visualiser que là, à cet endroit-là, on doit rajouter certains éléments. Et vous pouvez faire insérer des composants. On va chercher le condenseur, on fait ouvrir. Vous pouvez rajouter vos contraintes classiques. Ici, j'ai des contraintes magnétiques. Je clique et il va automatiquement placer ce composant-là avec les contraintes magnétiques. Très pratique. Mais évidemment, si c'était des contraintes classiques d'assemblage, vous auriez la possibilité effectivement de les mettre. Voilà, si jamais il y a besoin d'aller changer par exemple des configurations aussi d'assemblage, vous pourrez effectivement aller changer ces configurations aussi. Donc voilà, vous pouvez éditer votre assemblage et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez faire enregistrer et ça va enregistrer l'assemblage. C'est généralement ce que vous souhaitez faire dans un assemblage de plus haut niveau.
vous voulez pas effectivement aller directement éditer des pièces, faire des modifications de géométrie. En revanche, vous voulez assembler tous vos briques fonctionnelles. Donc là, c'est ce qu'on fait, hein, c'est qu'on vient assembler nos briques quand même dans l'assemblage de tête, ce qui se fait plutôt facilement avec ce mode d'ouverture. Et après, si jamais vous avez besoin de faire des modifications plus complexes, c'est là où vous allez pouvoir cliquer sur votre sous-ensemble et aller l'ouvrir individuellement en vue de faire ces modifications. Voilà l'idée. Voilà là-dessus. Euh, et on va finir donc sur cette dernière astuce. Et avant de finir et de passer aux questions, on vous Voilà, propose on va juste un juste vous petit. présenter du coup un petit Ouais, teaser de ce qu'on va vous proposer sur le prochain webinaire. Le but, c'est à chaque fois de vous donner une visibilité voilà, sur ce qu'on va proposer par la suite. Et là, ça va être d'aborder simplement la partie documentation technique. Donc, comment générer facilement et rapidement de la documentation technique en temps réel et surtout la lier en fait avec les modifications qui peuvent apparaître durant le projet pour vous permettre de ne la faire qu'une seule fois de manière qualitative et de manière rapide. Ça pour voilà, améliorer la communication sur vos produits et surtout accélérer du coup la livraison de vos produits et potentiellement le paiement associé. Donc voilà, ça sera le 9 mars à 14h30. voilà. Et sur ce, on va enchaîner sur quelques questions si vous avez, ou sinon vous avez les coordonnées si jamais vous souhaitez revenir vers nous pour de plus amples informations.